Depuis plus de 7 décennies, Robert Wagner règne en maître sur Hollywood. Tout au long de sa longue carrière, il a surmonté de nombreux scandales, connu 3 mariages et enduré d'innombrables polémiques publiques. Pourtant, il demeure un sujet qu'il évite soigneusement d'aborder, sa fille. Malgré d'innombrables interviews, cette légende du cinéma de 96 ans reste muette comme une carpe dès qu'on prononce son nom. Un incident majeur en 2012 a tout bouleversé. Les forces de l'ordre sont intervenues et des stupéfiants ont été découverts. Après avoir été libéré sous caution, Wagner s'est retiré de la vie publique. Que s'est-il réellement passé ce jour-là et pourquoi garde-t-il le silence aujourd'hui? L'histoire de Robert Wagner commence à Détroit, dans le Michigan, où il naît le 10 février 1930. Arrivé en pleine Grande Dépression, il découvre un monde où la plupart des familles sont confrontées à de graves difficultés. Son père, Robert Wagner Sr., gagne environ 50 $ par an comme représentant de commerce pour Ford. Si cette somme peut paraître conséquente pour l'époque, elle couvre à peine les dépenses en cette période de chômage généralisé. Avant son mariage, sa mère, Hazel, est opératrice téléphonique. Ses 2 parents étaient issus d'un milieu modeste et l'anxiété financière régnait constamment dans leur foyer. Avant que Robert n'ait 7 ans, sa famille avait déménagé 5 fois. Ils occupaient des appartements exigus et insalubres, ce qui engendrait des tensions familiales croissantes. L'atmosphère devenait parfois si hostile que le jeune garçon se réfugiait sous son lit pour échapper aux disputes incessantes. Une altercation particulièrement violente en 1935, qui faillit dégénérer en agression physique, resta gravée dans sa mémoire. Dès son plus jeune âge, il résolut d'échapper à la misère. Il était déterminé à trouver une solution. Prenant un risque considérable en 1937, la famille fit ses valises et migra vers l'ouest, en Californie. Ils recherchaient un climat plus favorable à l'asthme d'Hazel et espéraient un avenir meilleur. Après leur installation à Bel Air, leur situation s'améliora progressivement. Le revenu de Robert Sr. augmenta jusqu'à près de 700 $ par an, ce qui leur permit d'inscrire Robert à la prestigieuse Harvard School for Boys. Malgré les frais de scolarité élevés de 200 $ par semestre, ses parents trouvèrent le maintien et le moyen de les financer. Les études n'ont jamais été le point fort de Robert, mais il excellait en sport. Il développa une véritable passion pour le golf. Dès son 10e anniversaire, il jouait régulièrement sous la barre des 80 coups et nourrissait l'ambition de devenir professionnel, idolâtrant le golfeur légendaire Sam Snead. Cette aspiration le motiva pendant des années. En 1945, à 15 ans, il participait activement à des tournois amateurs, affichant un handicap de 14 et allant même jusqu'à battre des professionnels chevronnés lors de matchs d'exhibition. Cependant, un tournant décisif survint alors qu'il gagnait sa vie comme caddie au Bel Air Country Club. L'adolescent commença à côtoyer des légendes du cinéma, portant les clubs de stars tels que Randolph Scott, Fred Astaire et Clark Gable. Une rencontre en particulier, en 1944, changea son destin. Gable lui donna un pourboire de 5 $ accompagné de ce conseil devenu célèbre. « Garde les pieds sur terre ». Cet échange incita Wagner à envisager sérieusement une carrière d'acteur. Ses ambitions golfiques passèrent au second plan, tandis que ses difficultés scolaires persistaient. Entre 1942 et 1947, Wagner, rebelle, fut renvoyé de 4 académies militaires différentes. Son passage à l'Institut militaire Black Fox prit fin brutalement après une farce qui causa 500 $ de dégâts matériels, une somme qui dépasserait aujourd'hui 80 $. Son dossier fut par ailleurs entaché d'altercations physiques, d'absentéisme scolaire et de violation du couvre-feu. Plus tard, à St. Monica's en 1947, il fut sanctionné pour avoir quitté l'établissement en cachette afin de fréquenter les soirées mondaines hollywoodiennes. Malgré son apparence indisciplinée, il était fondamentalement un jeune homme en proie à des conflits intérieurs, cherchant à définir son identité. Il reconnut par la suite que son indépendance se heurtait de plein fouet aux règles rigides de l'établissement, le poussant à s'appuyer sur son charme naturel et son humour pour s'en sortir. Déterminé à acquérir son indépendance financière, il accepta avec empressement tous les emplois disponibles.
De retour sur les terrains de golf en 1943, il ne gagnait qu'$1 par partie, même si ses gains estivaux pouvaient atteindre environ $200 par mois. Lorsqu'il travailla de nouveau comme caddie pour Gable en 1944, il surprit des conversations concernant des scénarios, ce qui renforça ses aspirations cinématographiques. Son parcours professionnel diversifié comprenait également le soin des chevaux de riches propriétaires dans les écuries de Bel Air, la plonge dans un restaurant de quartier pour 50 cents de l'heure et des journées de travail exténuantes à l'usine sidérurgique de son père. Ce travail industriel s'avéra si éprouvant émotionnellement qu'il renforça son désir de percer dans le monde du spectacle. Le tournant décisif survint en 1950. Le jeune homme de 20 ans était de retour sur les terrains de golf lorsque l'agent artistique Henry Wilson le remarqua. Cette même année, Wagner décrocha son premier rôle au cinéma dans Les Années heureuses. Bien qu'il s'agisse d'un petit rôle payé seulement 75 $, l'expérience de partager un plateau avec des professionnels confirmés et de réciter de vrais dialogues fut enivrante. Sans formation artistique, il s'appuya entièrement sur son audace et son charisme. À une époque où les studios hollywoodiens produisaient plus de 60 films par an, Robert Wagner avait réussi à se faire une place dans le milieu. Son projet suivant, le film de 1951 intitulé Les Hommes Grenouilles, marqua ses débuts officiels au cinéma. Incarnant un officier de la marine, il participa à une production centrée sur de véritables unités de déminage sous-marin. Le film rapporta plus de 2 millions de dollars pour un budget inférieur à la moitié de cette somme. Le tournage fut cependant périlleux. Wagner faillit se noyer lors d'une scène sous-marine et dut être secouru par son partenaire Jeffrey Hunter. Il empocha 500 $ pour le rôle, après avoir perdu 5 kilos grâce à un entraînement auprès de véritables nageurs de combat de l'US Navy. Malgré des vomissements dus à une terreur absolue avant sa première scène, sa prestation fut saluée par la critique. Plus tard dans l'année, il rejoignit la distribution de Halls of Montezuma, une fresque guerrière réaliste mettant en scène des Marines en service actif et utilisant de véritables images de combat. Sorti en janvier 1951, le film fut produit alors que de nombreux jeunes acteurs étaient appelés sous les drapeaux. Wagner, cependant, échappa à la conscription grâce à son contrat avec le studio, une faille courante dans l'industrie cinématographique de l'époque. Encore convalescent après un accident de ski, il simula une boiterie permanente lors de son audition pour décrocher le rôle. Touchant 750 $, il marqua les esprits en improvisant des dialogues lors de scènes de bataille chaotiques. Son ascension fulgurante se poursuivit en 1952 avec With a Song in My Heart, où il incarna un soldat souffrant de stress post-traumatique. Pour saisir avec authenticité l'angoisse du personnage, il visita des hôpitaux pour anciens combattants, découvrant la réalité dévastatrice des traumatismes psychologiques. Touché par le cachet de $0 pour ce rôle, il fut profondément ému par cette expérience et reçut par la suite des centaines de lettres de vétérans le remerciant pour son interprétation sincère. Il joua également dans Stars and Stripes Forever, la même année, malgré les nombreuses difficultés rencontrées lors de la production. Incapable de jouer d'un instrument, il fut contraint de mimer sa prestation. Lorsque de vrais musiciens se moquèrent de son manque de talent, une altercation éclata, qui faillit lui coûter son emploi. Malgré tout, le film fut un succès et lui apprit de précieuses leçons sur la gestion d'une pression intense. En 1954, Wagner était incontestablement une star. Dans le rôle du fils de Spencer Tracy dans Broken Lance, il évolua sur un tournage particulièrement explosif. Tourné dans le désert brûlant de l'Arizona, le film a connu des températures atteignant les 43 degrés Celsius, provoquant un coup de chaleur qui a terrassé Wagner. Des tensions sont apparues entre lui, le réalisateur et certains de ses partenaires, et des rumeurs ont circulé concernant une véritable bagarre pendant les répétitions. Malgré tout, le résultat final fut un triomphe retentissant, rapportant près de 4 millions de dollars et valant à Wagner une nomination aux Golden Globes.
Bien que certains États du Sud aient interdit le film en raison de sa représentation d'un mariage interracial, la polémique qui s'ensuivit n'a fait qu'amplifier sa popularité. En coulisses, Tracy se montra un mentor exigeant, allant jusqu'à gifler le jeune acteur pendant une prise pour obtenir une réaction émotionnelle authentique. La tactique s'avéra efficace, et Wagner n'oublia jamais cette leçon. Passant à des rôles plus sombres, il incarna un meurtrier impitoyable dans le thriller de 1956. Un baiser avant de mourir, un personnage en rupture totale avec ses œuvres précédentes. Le tournage fut temporairement interrompu pendant 3 jours lorsque sa partenaire, Joanne Woodward, se foula la cheville après une chute de 6 mètres due à un harnais de sécurité défectueux. Afin de parfaire son interprétation glaçante, Wagner étudia minutieusement les manières de tueurs en série réelle tels que Charles Starkweather. Son personnage s'avéra si détestable auprès du public test que le studio fut contraint de supprimer une scène de meurtre particulièrement atroce. Pour ne rien arranger, sa liaison avec Virginia Leith alimenta les tabloïds. Bien que le film ait engrangé 2,2 millions de dollars, le traumatisme psychologique lié à ce rôle le poursuivit pendant des mois. La même année, il se rendit dans les Alpes françaises pour tourner La Montagne, réalisant lui-même ses cascades périlleuses à plus de 400 mètres d'altitude, sans filet de sécurité. Le drame survint lorsqu'une avalanche ensevelit une partie du décor, piégeant Wagner sous la neige pendant 45 minutes et lui causant des gelures aux mains. Plusieurs membres de l'équipe durent être hospitalisés. Il porta ensuite plainte contre Paramount Pictures et obtint 50 000 $ de dédommagement. Durant le tournage, il fut également témoin des accès de colère de Spencer Tracy, souvent liés à l'alcool, notamment un incident où Tracy frappa une doublure cascadeur. Le film rapporta 3 millions de dollars, mais son succès fut terni par les conditions de travail dangereuses. Toujours en 1956, Wagner explora les séquelles psychologiques des combats dans Entre ciel et enfer. Pour se préparer au rôle, il vécut dans d'authentiques tranchées hawaïennes. Le tournage fut marqué par un grave accident impliquant des munitions réelles. 5 figurants furent blessés et Wagner fut criblé d'éclats d'obus sanglants au bras. Afin d'éviter une classification X, la MPAA exigea la suppression de 8 minutes de scènes de combat particulièrement violentes. Hors caméra, il s'engagea dans de vives disputes politiques avec son partenaire Broderick Crawford, dont le tempérament explosif lui valut une contusion à la mâchoire. Malgré son interdiction au Japon, le film rapporta 2,5 millions de dollars, et Wagner reversa une partie de son salaire à des œuvres caritatives pour les anciens combattants. Le tournage de 1957 de The True Story of Jesse James présenta de nouveaux risques. Lors d'un tournage en extérieur dans le Colorado, une bousculade de chevaux provoqua une fracture de côte chez Wagner. De plus, les armes à feu anciennes utilisées sur le plateau se sont enrayées, lui causant de douloureuses brûlures à la main. La représentation controversée du célèbre hors-la-loi dans le récit a entraîné une action en justice de la part des descendants de Jesse James, qui s'est finalement soldée par un accord à l'amiable pour 75 000 $. L'interprétation d'une précision terrifiante du criminel par Wagner a failli compromettre ses futures opportunités de carrière, et il a avoué plus tard que ce rôle lui avait donné des cauchemars persistants. En 1960, il interprète Chad Bixby, un musicien de jazz mélancolique dans le mélodrame All the Fine Young Cannibals. Sa partenaire est Natalie Wood, qui représente bien plus qu'un simple intérêt amoureux à l'écran. Le couple s'était marié le 28 décembre 1957, mais leur relation s'était refroidie depuis. Leur collaboration sur ce projet ravive leur complicité, jetant les bases de leur remariage en 1972, après des années de séparation. En cas d'action à haut risque, Wagner s'engagea pour The War Lover en 1962. Le danger était palpable, la production utilisant d'authentiques bombardiers B-Dix-7. Une séquence filmée au-dessus de la Manche faillit tourner au drame. Des vents violents déstabilisèrent un avion lors d'une cascade, obligeant un membre de l'équipage à sauter en parachute.
Ce dernier se noya tragiquement, un incident que le studio s'empressa de dissimuler. Wagner exprima plus tard une réelle peur pour sa vie durant le tournage, une tension exacerbée par les courses de dragsters imprudentes de son partenaire Steve McQueen en dehors des plateaux. Malgré son ambition de dépeindre la réalité terrifiante des combats aériens, le film fut un échec commercial, ne rapportant que 1,2 million de dollars. Un changement de ton s'opéra en 1963 avec La Panthère Rose, où Wagner incarnait l'élégant George Litton dans un rôle purement comique. Son talent d'improvisation était tel qu'il a souvent déstabilisé Peter Sellers, entraînant des jours de tournage supplémentaires et un surcoût de 50 $. Un grave accident de ski a failli contraindre Wagner à abandonner le projet, mais le réalisateur Blake Edwards a su le ménager en révisant le scénario. Bien que sa rémunération ait été modeste, 75 $, comparé au cachet conséquent de Sellers, le sens du comique de Wagner a brillé de mille feux, notamment lors de la légendaire poursuite en costume de gorille et de la farce chaotique dans la chambre à coucher. Avant son succès télévisuel, il tenait le rôle principal dans le téléfilm de 1967, How I Spent My Summer Vacation. Diffusé à l'aube de la nouvelle année, ce projet lui servit d'audition officieuse pour ses futurs rôles d'espionnage. Tourné à Paris avec un budget de 750 $, le film comportait une cascade périlleuse où Wagner frôla la noyade et contracta une pneumonie. Son dévouement sans faille lui valut cependant une nomination aux Emmy Awards. Le film mettait également en vedette Jill St. John et leur alchimie palpable à l'écran. Il incarnait Alexander Mundy, un voleur de bijoux charismatique recruté par une agence gouvernementale secrète. Repoussant les limites du genre espionnage, Wagner recherchait l'authenticité en consultant de véritables agents de renseignement et en maîtrisant l'art du crochetage. La série bénéficiait d'un équipement sophistiqué, mais ses thèmes sous-jacents liés à la guerre froide lui conféraient une profondeur narrative unique. L'épisode pilote nécessita un budget exorbitant d'1 demi-million de dollars, un investissement largement rentabilisé. À la fin de la première saison, 25 millions de téléspectateurs suivaient la série chaque semaine, captivés par son charisme indéniable. L'ambiance sur le plateau était réputée pour son énergie débordante. Son partenaire Malachi Throne a même confié que leur farce élaborée de faux vols de bijoux avait failli entraîner la résiliation de l'assurance de la production. Ce rôle valut à Wagner une nomination aux Golden Globes en 1969, tout en le cantonnant pour des années à l'image du séducteur arrogant par excellence. Plongeant dans les eaux glaciales écossaises, Wagner tourna Madame Sin en 1972 aux côtés de la réputée difficile Bette Davis. Si elle lui prodiguait de précieux conseils, elle versait aussi discrètement du brandy dans son thé pour stimuler son jeu. Lors d'un tournage particulièrement éprouvant, le 15 mars, la température chuta à 4 degrés Celsius, provoquant l'hypothermie chez Wagner. Par ailleurs, un accident d'hélicoptère sur le plateau blessa 3 membres de l'équipe. Malgré le chaos et l'exigence de Davis de 17 changements de costumes différents, le film a rapporté 4 millions de dollars dans le monde. 2 ans plus tard, en 1974, il s'est retrouvé suspendu à un gratte-ciel en flammes dans le film catastrophe à grand spectacle La Tour Infernale. Insistant pour réaliser lui-même ses cascades, il a été brûlé au sourcil à cause d'un dysfonctionnement pyrotechnique et a dû être hospitalisé le 12 décembre. Ce film à succès a finalement engrangé plus de 116 millions de dollars. Avec des incendies sur le plateau atteignant 2,0 degrés, faisant fondre le matériel et semant une véritable panique parmi les figurants, Wagner a avoué que cette erreur visible à l'écran était tout à fait réelle. Il s'agissait d'un exercice de survie plutôt que de jeu d'acteur. De retour sur le petit écran en 1975, il a incarné Pete Ryan dans la série Switch, un escroc à la langue bien pendue devenu détective privé. Sa relation avec son partenaire Eddie Albert était marquée par des farces incessantes, même si un incident a dépassé les bornes lorsqu'une bombe factice défectueuse a explosé prématurément, brûlant les cheveux de Wagner. L'émission a néanmoins connu un succès phénoménal, atteignant un pic de 25 millions de téléspectateurs.
Il a enrichi son jeu en y intégrant de véritables interviews d'agents de police infiltrés. Cependant, en coulisses, la production était minée par la censure de certains scénarios, des liaisons amoureuses avec des vedettes invitées et un climat de plus en plus tendu, ce qui a conduit CBS à annuler la série en 1978 face à la baisse d'audience. Puis vint le rôle qui allait marquer sa carrière. En 1979, la série L'amour en horreur propulsa Wagner au rang de superstar international. Incarnant Jonathan Hart, un riche industriel passionné d'enquêtes amateurs, il bénéficia d'une production somptueuse, avec notamment un véritable avion à 10 millions de dollars et des Mercedes-Benz arborant les plaques d'immatriculation iconiques de Hearts. Diffusée pendant 5 ans et comptant 110 épisodes, cette série culte fut programmée dans 87 pays. Les dirigeants de la chaîne ABC insistaient souvent pour que les conflits conjugaux et l'infidélité soient intégrés à la série afin de dynamiser le suspense. Mais Wagner et sa partenaire Stephanie Powers s'y opposaient farouchement, exigeant que l'accent reste mis sur la romance plutôt que sur le scandale. En coulisses, Powers se maquillait elle-même, tandis que Wagner se plaignait avec humour de passer des heures le visage enfoui dans ses cheveux lors des longues scènes romantiques. Tentant de renouer avec sa gloire comique passée, Wagner apparaît dans la suite de 1983, La malédiction de la panthère rose. Conçu comme un hommage à Peter Sellers, décédé en 1980, le film voit Wagner improviser des dialogues pour honorer le regretté comédien, allant jusqu'à imiter l'emblématique inspecteur Clouseau. Malheureusement, le film est un échec critique et commercial, ne rapportant que 4,5 millions de dollars. Il marque également la dernière apparition à l'écran de David Niven, décédé peu après, le 29 juillet 1983. L'échec commercial retentissant a mis un terme brutal à la franchise pendant 10 ans. Un nouveau drame a frappé sa vie professionnelle en 1985, lors du tournage de la série télévisée Lime Street. Sa jeune partenaire, la militante pacifiste Samantha Smith, a péri dans un terrible accident d'avion le 25 août. Malgré de bonnes audiences, la chaîne, dévastée par le chagrin, a annulé la série après seulement 5 épisodes. Profondément bouleversé, Wagner a évoqué plus tard une atmosphère étrange et inexplicable qui régnait sur le plateau. En 1988, il change de registre et adopte un personnage inquiétant dans le thriller d'espionnage de la guerre froide, Les Moulins des Dieux. Incarnant l'énigmatique diplomate Mike Slade, il s'immerge dans les tensions géopolitiques des années 1980 en étudiant des documents de renseignement déclassifiés, les tactiques du KGB et les organisations clandestines. La mini-série en 2 parties, diffusée les 28 février et 2 mars, captive 20 millions de téléspectateurs. Se tournant ensuite vers le doublage, il prête sa voix au braconnier menaçant Percival C. McLeach dans le long-métrage d'animation Disney de 1990, Bernard et Bianca au pays des kangourous. Pour cultiver le caractère dérangé du personnage, il enregistra ses dialogues en isolement complet et se documenta sur des cas réels de braconnage dans l'outback australien. Bien que la production dotée d'un budget de 27 millions de dollars ait rapporté 47 millions de dollars, son succès fut largement éclipsé par le phénomène culturel « Maman, j'ai raté l'avion ». Enfin. Néanmoins, son interprétation vocale glaçante marqua durablement les jeunes spectateurs. Sa carrière connut un regain de popularité inattendu en 1997 grâce à la comédie parodique Austin Powers, l'espion qui m'a tiré. Interprétant le rôle du sinistre numéro 2, son interprétation impassible de la réplique « J'aime vivre dangereusement » a fait sensation sur Internet dès ses débuts. À 67 ans, il a été soudainement adopté par une nouvelle génération. Choisi personnellement par le créateur Mike Myers, son personnage, avec son cache-œil caractéristique, rendait un hommage subtil au film de guerre classique de Wagner. En 1999, il a incarné un promoteur de boxe corrompu dans Play It to the Bone, aux côtés d'Antonio Banderas et de Woody Harrelson.
Il tourna ses scènes en 3 jours seulement à Las Vegas. Malgré l'échec commercial retentissant du film, seulement 8,4 millions de dollars de recettes pour un budget de 24 millions. La présence de Wagner resta un point fort. Reprenant son rôle de numéro 2 dans la suite de 2002, Austin Powers dans Goldmember, l'acteur de 72 ans, prouva qu'il n'avait rien perdu de son talent, improvisant avec brio et menant l'intrigue comique. Le film à succès engrangea près de 300 millions de dollars et son cache-œil devint un élément incontournable de la culture populaire. Il a révélé plus tard que le concept absurde du requin laser dans le film était en réalité inspiré de véritables listes de surveillance des espèces menacées des années 1990. De retour à la télévision, il a tenu un rôle récurrent dans la série policière à succès NCIS de 2010 à 2019, incarnant le charismatique et complexe Anthony DiNozzo Sr. Ce rôle revêtait une profonde signification personnelle, lui permettant de puiser dans ses souvenirs d'enfance du Detroit des années 1930. Il a tissé des liens authentiques et paternels avec son fils à l'écran, Michael Weatherly. Apparu pour la première fois à 80 ans, il s'était solidement imposé comme le chouchou du public à la fin de son parcours. Refusant de prendre sa retraite, l'acteur de 90 ans a fait une apparition dans la comédie grivoise de 2020, The Swing of Things, tournée dans le strict respect des protocoles sanitaires liés à la COVID-19. Pour garantir sa sécurité, il a effectué ses répétitions en ligne. Bien que son temps d'écran ait été bref, son charisme indéniable était incontestable. Intimement lié à sa carrière prolifique, sa vie personnelle fut tumultueuse. Wagner rencontra Natalie Wood pour la première fois en 1956. Il avait 26 ans et elle seulement 18. Leur idylle naquit rapidement et aboutit à leur mariage le 28 décembre 1957 en Arizona. Considéré comme le couple star d'Hollywood, leur union se brisa 5 ans plus tard, en 1962, sur fond de rumeurs scandaleuses selon lesquelles Wood aurait surpris Wagner dans une situation compromettante avec un autre homme. Cependant, leur histoire était loin d'être terminée. Après 10 ans de séparation, ils se réconcilièrent et se remarièrent à bord d'un yacht le 16 juillet 1972. Ils accueillirent une fille, Courtney, le 9 mars 1974, scellant apparemment leur seconde chance de bonheur. Mais le drame survint le 29 novembre 1981, lorsque Natalie se noya tragiquement au large de l'île de Catalina. Ce soir-là, une violente dispute avait éclaté sur le bateau où se trouvaient Wagner, Wood et l'acteur Christopher Walken. Les spéculations allaient bon train. Certains affirmaient que Wagner était rongé par la jalousie, tandis que d'autres prétendaient qu'il avait perdu le contrôle de lui-même. Le déroulement exact des événements durant ces dernières heures reste un mystère, mais Natalie n'est jamais revenue. Seule face à ce drame à 51 ans, Wagner se retrouva père célibataire de 3 filles inconsolables. Courtney, 7 ans, Natasha, 11 ans, fille de Natalie issue d'un précédent mariage, et Katie, 17 ans, issue de son second mariage. Alors que les rumeurs concernant l'incident nautique persistaient, conduisant finalement les autorités à le considérer comme une personne d'intérêt en 2018, chez lui, il se consacrait entièrement à son rôle de père. Plus tard, Natasha l'a félicité d'avoir assumé à la fois les rôles de mère et de père, soulignant qu'il l'avait légalement adopté et avait même participé à l'éducation des enfants de son ex-mari. Leur foyer était chaotique, bruyant et empreint de tristesse, mais il restait une famille profondément unie. Natasha l'a défendu avec véhémence dans un documentaire de 2020. Mais les critiques incessantes ont repris de plus belle en 2025 lorsque les enquêteurs auraient découvert de nouveaux éléments de preuve. Des rumeurs ont refait surface, suggérant qu'une liaison secrète aurait pu jouer un rôle dans la mort de Natalie. Le débat public n'a jamais cessé. Avant de retrouver Natalie, Wagner avait épousé l'actrice Marion Marshall en 1963, moins d'1 an après son premier divorce. Après des fiançailles en 1962, ils se marièrent le 21 juillet 1963,
et accueillirent leur fille Katie le 11 mai 1964. Marshall avait déjà 2 filles issues de son précédent mariage avec le réalisateur Stanley Donen, faisant ainsi de Wagner le père de 3 enfants. Cependant, leur mariage battit des ailes face au déclin de sa carrière et à la perte de popularité de son épouse. Ils se séparèrent en juin 1970 et leur divorce fut prononcé le 14 octobre 1971. La même année, il se fiança brièvement à Tina Sinatra, mais leur relation prit fin de peu. Marion est décédée en 2018 à l'âge de 89 ans. En 2025, Wagner lui a rendu un hommage public, la qualifiant avec affection de figure marquante de son histoire. Par la suite, Jill St. John est entrée dans sa vie. Bien qu'ils se connaissaient depuis les années 1950, une idylle n'a débuté qu'en 1982, peu après le décès de Natalie, lorsque Jill lui a fait envoyer un bouquet de fleurs. Ils se sont mariés le 26 mai 1990. Après s'être installé à Aspen en 2007, le couple s'est consacré à la défense des droits des animaux et aspirait à une vie paisible. Pourtant, la tranquillité leur échappa. En 2025, des rumeurs persistantes laissaient entendre que la relation de Wagner avec St. John avait en réalité débuté avant la noyade de Natalie, certains allant jusqu'à penser qu'elle avait été l'élément déclencheur de la dispute fatale. Malgré ces ragots incessants, le couple resta uni. En 2025, âgés respectivement de 95 et 84 ans, leur union durait depuis plus de 35 ans. Une thérapie familiale intensive a permis à ses filles d'accepter Jill, même si les ombres du passé continuent de planer. Dans ses mémoires poignantes de 2008, Fragments de mon cœur, Wagner confesse que la mort de Natalie l'a anéanti, admettant un profond sentiment de culpabilité. Il décrit en détail la violente altercation avec Christopher Walken ce soir-là, se souvenant comment, dans un accès de rage, il a brisé une bouteille de vin, la dernière fois qu'il a vu sa femme vivante. Il révèle avoir songé au suicide, mais avoir finalement choisi de vivre pour le bien de ses filles. Lorsque l'enquête a été rouverte en 2011, il a publiquement réitéré ses profonds regrets. Alors qu'il se retirait de plus en plus de la vie privée à partir de 2025, des sources proches affirmaient qu'il était toujours rongé par le remords, exacerbé par la récente vague d'infidélité. Une profonde tristesse l'habitait constamment. L'histoire tumultueuse du couple était bien connue. En 1961, pendant le tournage de La fièvre dans le sang avec Warren Beatty, des rumeurs d'une liaison sur le plateau avaient poussé Wagner au bord du gouffre. Armé d'un pistolet, il se rendit en voiture au domicile de Beatty, avouant plus tard avoir eu des intentions meurtrières avant de se raviser. Natalie elle-même avait décrit leur relation comme une succession de conflits émotionnels. Après leur première séparation, elle tenta de se suicider par surdose de somnifères en 1964. Un acte que sa fille Natasha interpréta plus tard comme un appel au secours désespéré, tandis que Wagner s'enfuyait en Europe. Leurs tentatives de réconciliation respectives, notamment son mariage avec Marion et les liaisons de cette dernière avec Frank Sinatra, n'ont pas permis d'apaiser leurs profondes blessures émotionnelles. Ce traumatisme intergénérationnel a également affecté leur fille Courtney. Le 22 avril 2012, les autorités sont intervenues suite à des signalements de coups de feu et de cris au domicile de cet homme de 38 ans à Malibu. Bien qu'aucun blessé n'ait été constaté, les policiers ont découvert de la cocaïne et de l'héroïne sur les lieux. El Hassan a été placé en détention moyennant une caution de $0, bien qu'aucune accusation formelle n'ait été portée avant la date limite du 29 mai. Wagner est rapidement intervenu, faisant admettre l'ancienne créatrice de bijoux dans un centre de désintoxication. L'incident a inévitablement relancé les rumeurs de malédiction familiale dans la presse à scandale. L'histoire a pris une tournure encore plus sombre en 2021, lorsque la sœur de Natalie, Lana Wood, a publié des mémoires accablantes. Elle a explicitement accusé Wagner d'avoir agressé physiquement Natalie lors d'une dispute sous l'emprise de l'alcool sur le yacht, affirmant qu'il l'avait assommée avant de la jeter à la mer.
Lana a cité des ecchymoses précises détaillées dans le rapport d'autopsie initial pour étayer ses affirmations. Wagner ayant systématiquement refusé de collaborer avec la police depuis 2018, Lana l'a publiquement traité de lâche. La même année, le médecin légiste a officiellement requalifié la cause du décès en mort suspecte. Malgré les demandes de coopération des forces de l'ordre, Wagner a gardé un silence obstiné. À ces tragédies personnelles s'ajoutaient de longues batailles financières. En 1980, Wagner et Wood intentèrent un procès aux puissants producteurs Leonard Goldberg et Aaron Spelling, les accusant de les avoir systématiquement spoliés de leurs bénéfices légitimes de drôles de dames. Détenant 50% des parts de la franchise depuis 1976, Wagner affirmait que les producteurs détournaient 30 $ par épisode, soit des millions de dollars de pertes. Un audit réalisé en 1979 par ABC a révélé de graves irrégularités dans la comptabilité. Bien que les premières accusations aient été abandonnées la même année, Wagner a persévéré dans ses démarches. Il a intenté une nouvelle action en justice en 2003 concernant les bénéfices des films Charlie's Angels, aboutissant finalement à un accord confidentiel, mais leurs relations professionnelles ont été définitivement rompues. Malgré son âge avancé, cet homme de 95 ans reste actif sur les réseaux sociaux. Le 10 février 2025, jour de son anniversaire, il a publié une photo de sa petite-fille, Clover, qui fêtait ses 13 ans en août de la même année. La légende qui accompagnait sa publication faisait un émouvant hommage à Nathalie, et il continue de se rendre chaque semaine sur sa tombe. Depuis 2023, sa présence sur Instagram a cumulé plus de 1,2 million de j'aime, avec plusieurs publications montrant 3 générations de sa famille lors de sorties en bateau, un doux amer écho de la tragique croisière qui a bouleversé leur existence. Au lendemain de la tragédie, Wagner a créé le fonds commémoratif Natalie Wood en 1982. À ce jour, l'organisation a recueilli plus de 1,5 million de dollars consacrés à la prévention des noyades, formé avec succès plus de 250 sauveteurs et secouru environ 500 personnes selon un audit de 2024. En 2023, année de la réouverture de l'enquête policière, Wagner a fait un don personnel de 100 $ à l'association. La Fondation organise un gala annuel le 20 juillet, jour de l'anniversaire de Natalie, et en 2025, elle a officiellement honoré 12 enfants sauvés de la noyade. Si certains critiques la considèrent avec cynisme comme une opération de relations publiques calculée, soulignant une augmentation de 40% des dons après que Nathalie a été désignée comme personne d'intérêt, le nombre de vies sauvées reste indéniable. Dans une série de rares interviews réalisées entre 2023 et 2025, Wagner a brièvement évoqué cette tragédie persistante. En novembre 2023, il a confié pleurer encore chaque nuit, niant catégoriquement toute implication physique dans la mort de sa fille. En 2024, il a reconnu avoir refusé 6 demandes d'interview de la part des forces de l'ordre, affirmant que sa priorité était son rétablissement personnel. Il est à noter que le documentaire de 2021 consacré à Natasha a totalement passé sous silence les ecchymoses controversées relevées lors de l'autopsie. Wagner attribue sa survie à un suivi psychologique intensif, ayant suivi près de 300 séances de thérapie depuis 1982. Suite à ces interviews franches, les dons au Fonds de prévention des noyades ont bondi de 25%. Pourtant, l'opinion publique reste profondément divisée. Certains croient à sa douleur persistante, tandis que d'autres demeurent convaincus de sa culpabilité.